réveillez-vous, parce que demain, c'est vous qui ne serez pas pris en charge, c'est vous qui ne serez pas soignés. Et moi, je suis contre ça. Et maintenant, on cherche à diviser la population. Mon cul! Aujourd'hui, c'est nous qui décidons et on prend notre avenir en main. Prétexte pour ce gouvernement, parce que leur objectif, c'est d'être dans un état pitoyable parce qu'on ne les a pas pris en charge. Et qu'est-ce qu'on va leur dire? On va continuer à fermer des lits. Les discours ont changé aujourd'hui. Du statut de héros, on est passé presque au statut de traître de la nation. Et ça, c'est d'une violence sans nom. D'où la colère aujourd'hui. D'où le refus de la division entre les vaccinés et les non-vaccinés dans les hôpitaux. Nous, on ne tombera pas là-dedans. Et d'où la demande de la CGT, solennelle au ministre, de revenir sur sa décision de suspendre sans rémunération, sans droit de travailler ailleurs et sans recours possible des personnels dont la population a besoin tout de suite, dont leurs propres collègues ont besoin dans les services. Et vous avez une réponse ce matin ? Et bien ce matin, on a vécu une situation incroyable qui indique peut-être, enfin, qui confirme, je dirais, le mépris de ce ministre pour les représentants du personnel et derrière les représentants du personnel pour l'ensemble des personnels. Ils ne nous ont pas reçus. Ils ne nous ont pas reçus pour savoir ce qu'on avait à dire et du coup, ils n'ont pas répondu à cette question. Est-ce que demain, vous vous apprêtez, monsieur le ministre, à suspendre des milliers de personnels, des milliers d'hospitaliers et donc à donner l'ordre à vos directions de fermer des milliers de lits parce qu'on enlève un personnel quelque part, on ferme des lits automatiquement. Dans une situation où on a passé un été catastrophique, tout était au rouge avant l'été, les lits avaient continué de fermer pendant tout 2021. La Fédération hospitalière de France annonce moins 260 000 séjours hospitaliers sur le premier trimestre 2021. Donc tout ça est connu, public, su. Et malgré tout, le ministre va fermer, s'apprête là à la rentrée, alors qu'on a un retard colossal lié notamment à la période de Covid, mais pas que. De toute façon, ça fait des années qu'on n'a pas les moyens de bien prendre en charge. Et bien, ils s'apprêtent quand même à accélérer la fermeture de lits, mais alors d'une ampleur inégalée. Si c'est 5% des soignants qui sont mis dehors, je ne sais pas, c'est des dizaines de milliers. On n'a jamais connu ça, c'est inédit. Aucun gouvernement n'avait osé. Et dans votre hôpital, concrètement, il y aura combien de lits fermés, par exemple? Oui, ça concerne combien de personnel soignant? Aujourd'hui, à la date du 14, c'est encore l'incertitude. Et je pense que dans beaucoup d'établissements, ils ne savent pas exactement combien ils vont devoir suspendre de personnel demain. C'est pour ça que c'est complètement irresponsable ce qui est en train de se passer et dangereux. Moi, par exemple, je n'ai pas présenté le pass vaccinal à mon employeur. Je n'ai pas été convoquée pour l'instant, je n'ai pas reçu de lettre. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe pour moi demain. Et vous faites partie de CGT, le membre de CGT. Et quelle est l'action prévue, par exemple, pour demain, si jamais la décision est ferme, le poste sera suspendu? Alors pour la CGT, on a une position qui est très claire. Nous, on n'accepte pas. On n'accepte pas que le moindre personnel dans la situation actuelle soit mis dehors. La discussion ne porte pas sur l'efficacité du vaccin ou ça. Non, la CGT, elle est favorable à la vaccination. Mais on n'est pas d'accord avec l'obligation vaccinale. On n'est pas d'accord avec le pass sanitaire qui s'applique aux personnes, mais pas que, qui s'applique aux patients, aux gens qui ont besoin de l'hôpital et qui sont maintenus en dehors avec le contrôle à l'entrée du pass sanitaire. Ça, c'était du jamais vu non plus. Et ça, pour des personnels soignants comme nous, c'est inacceptable aussi qu'on réduise encore l'accès aux soins, voire même qu'on interdise l'accès aux soins à des gens qui ont besoin de l'hôpital. Je suis aide-soignante dans un EHPAD. Okay. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour quelle raison? Alors pour soutenir mes collègues de travail, car aujourd'hui beaucoup de soignants ne souhaitent pas se faire vacciner et que demain il y a une mesure du gouvernement, c'est de suspendre les contrats de travail et où aujourd'hui ces soignants n'auront plus de revenus. Et dans votre hôpital, ça concerne combien de personnes? Alors dans mon hôpital, il y a juste 6% de personnes qui ne sont pas fait vacciner. Donc ça revient à peu près à une trentaine de personnes qui ne sont toujours pas vaccinées. Okay.
Et quelles seront les conséquences si une fois ces personnes ce sera suspendu leur poste? Donc les conséquences, c'est qu'on va les suspendre. Effectivement, on va leur demander de rentrer chez soi, mais ça va y avoir des conséquences sur la question de la prise en charge de nos résidents dans les EHPAD, parce que déjà, de surcroît, il n'y a pas du tout d'effectif. L'effectif, il est réduit. Et demain, avec la suspension de ces salariés, on va être encore dans une situation dramatique parce qu'on n'arrive pas à soigner nos résidents par le manque de personnel. Et vous êtes déjà dans le syndicat ou non, pas du tout? Si. Moi je suis, oui, effectivement représentante de la CGT et je m'occupe particulièrement des EHPAD dont je suis l'animatrice fédérale. Et quelles seront des actions si jamais demain la décision du gouvernement se ferme? Donc les actions, nous, la CGT, on va accompagner les salariés, tout salarié qui nous demandera de l'accompagner par rapport aux décisions qui seront prises concernant la suspension de travail. Mais par contre, nous, notre fédération, la CGT, nous avons une consultation en ce moment d'avocats qui essayent de voir quels sont les recours qu'on peut avoir pour aider ces salariés pour regagner leur travail. Donc c'est prévu, il y a déjà tous ces 6% des personnes que vous avez contactées? Donc les 6%, oui, j'ai des collègues qui m'ont contacté déjà, qui sont dans un positionnement effectivement de ne pas se faire vacciner, de ne pas vouloir se vacciner. Je leur ai expliqué les conséquences justement de la suspension du contrat demain et que de toute façon je serai présente pour les accompagner, essayer de trouver des solutions pour essayer qu'ils regagnent leur travail si nous y arrivons juridiquement. Et est-ce que CGT a prévu des actions plus grande échelle ou quelque chose à l'ampleur? Bien sûr, il y a des actions bien sûr qui vont arriver là bientôt. Par exemple, vous avez déjà des actions le 23 septembre des services de soins à domicile, tous les salariés à servir à domicile. Bon, pour parler aussi du pass sanitaire, mais aussi parler de leurs conditions de travail. Et le 5 octobre, c'est tous les corps professionnels qui vont se mobiliser par rapport contre le pass sanitaire, mais aussi par rapport aux conditions de travail et à la sinistralité dans leur secteur d'activité. Et dans votre établissement, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de suppression de lits ou suppression de postes? Écoutez, déjà, c'est une bonne question. Cet été, nous avons fermé un service de 30 lits parce qu'il n'y avait pas le personnel et que dans notre établissement, nous sommes en tension sur la question des effectifs, voire même pas en tension, voire dramatique, car les services des fois se vident et il n'y a pas de personnel soignant pour soigner nos résidents. Ce sera encore grave après-demain en fait. C'est ça qui m'alerte, c'est que demain, avec la suspension des 15% des personnes qui sont vaccinées, qui ne sont pas vaccinées, excusez-moi, voilà, donc ça va engendrer encore une réduction drastique des effectifs et qu'il va y avoir des conséquences sur les résidents et sur les patients dans les hôpitaux. Et le 15%, c'est une moyenne en France? Okay. Alors les 15%, oui, en ce moment, représentent une moyenne nationale. Dans les EHPAD, on est à peu près entre 12 et 15%. Dans les hôpitaux, un petit peu moins. Mais en moyenne, on est à 15% aujourd'hui des personnes qui ne sont pas vaccinées et qui, peut-être demain, on aura peut-être une autre taux pourcentage, mais pour l'instant, à ce jour, 15%. On ne vient pas me dire que c'est pas organisé quand soi-même c'est pas cher. Quand un hôpital brûle, il faut réagir. Personne ne va avoir à mourir pour des putains de raisons d'argent. Dans l'hôpital où je travaille, normalement on a presque 100% qui étaient vaccinés. Ah oui, mais sauf moi je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui pour défendre mes autres collègues. Mais là où je travaille, on est à 100% vaccinés. Moi, je suis de la CGT et si vous avez remarqué, quand même, il y a quand même pas mal de personnes qui sont venues de la CGT. Est-ce que vous avez eu du pression parce que vous êtes quand même très minoritaire? Si on est minoritaire, quand même, on est libre. On est dans un pays libre. Donc, il faut quand même laisser le choix. Moi, je sais pas. Moi, je ne sais pas pour que ça soit obligé, ou bien obliger les personnels, ou bien c'est pas que le personnel de la santé. Maintenant, il y a les pompiers. Donc moi, je suis pour la liberté.
Parce que quand même, on est dans un pays libre. En fait, je suis venu aujourd'hui tout simplement pour défendre la liberté, en fait. Aujourd'hui, selon moi, il y a quelque chose d'inique qui est en train de se passer en France. C'est d'imposer, en fait, mais d'une manière un peu sournoise, ce qu'on appelle une vaccination, mais pour moi, ça n'est pas une vaccination, c'est une expérimentation médicale, ou en tout cas, en l'état, ça l'est aujourd'hui pour l'instant. Et le fait d'imposer ça sous peine de couper les vivres, en fait, à des gens qui travaillent honnêtement, je trouve que c'est absolument pas digne en fait, d'une démocratie. Et je trouve que c'est un climat social hyper délétère, quoi. Donc c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Et vous êtes dans quel hôpital? Alors ça, je vais pas le dire. Oui, d'accord. Et est-ce que vous savez juste une situation un peu générale dans votre établissement? Ça représente combien de pourcentage des personnes non vaccinées pour le moment? Alors, je travaille dans une association, mais on est très peu. On est très peu nombreux de non-vaccinés. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait vacciner avec un consentement non éclairé, non libre, sous la contrainte soit de l'employeur directement ou en tout cas de l'État directement. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont fait vacciner pas parce qu'ils croyaient dans ce vaccin ou parce qu'ils croyaient qu'ils allaient être protégés, mais tout simplement pour conserver leur liberté de travailler, leur liberté de citoyen en fait lambda. Donc pour moi c'est de l'extorsion de consentement. Ils sont en fait obligés de le faire. Complètement. Ouais. Moi pour l'instant je tiens, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que on a de la pression un peu de toutes parts. Maintenant, selon moi, j'ai des principes chevillés au corps auxquels je ne peux pas déroger. C'est plus fort que moi. Et demain, si vous voulez vraiment pas être vacciné, demain, quelles seront les conséquences pour vous? Tout simplement, je serai privé de ma rémunération et de pouvoir exercer mon activité. Donc je ne pourrai pas me rendre à mon travail et je serai privé de ma rémunération en fait. Est-ce qu'il y a aussi des syndicats comme CGT ou d'autres dans votre établissement qui sont prêts à vous soutenir? Alors oui, mais qui sont prêts à nous soutenir. Mais qui semblent un peu désarmés en fait. Désarmés parce qu'en fait la loi est déjà passée, même si le décret, même si l'application du décret n'est pas encore passée, je crois au Conseil d'État, ils sont un peu désarmés législativement parlant, on va dire. Et de se dire que je prends le risque de me couper de mes vivres pendant 2 mois, si ce n'est plus, parce que je ne sais pas combien de temps durera cette situation, forcément on a tous nos proches qui vont nous dire attention, là tu prends des risques, fais-toi vacciner parce que au moins tu ne mettras pas même le reste de ta famille en péril, etc. Et finalement, c'est une pression, mais pas que les gens veulent mettre consciemment, mais par contre, qui pèsent sur nos décisions, mais qui mettent nos principes un peu à rude épreuve, on va dire. Et pour vous, pourquoi c'est si important être libre de choix de vous-même? Pourquoi pour vous, ça vaut vraiment plus cher que tout le reste? En fait, c'est plus que la liberté, hein. C'est vraiment le principe de précaution quand même, selon moi. Je regarde assez souvent l'ANSM, donc les communiqués de l'ANSM, la pharmacovigilance, sur le nombre de décès qui pourraient être liés à ce nouveau type de vaccin. Quand je regarde des communiqués officiels de l'ANSM, au mois de mai, il me semble qu'on était à 16 000 effets secondaires graves en France. Ce qui me semble quand même assez alarmant en fait. Et médiatiquement, je ne vois pas ça. Je vois que personne ne s'en inquiète. Et moi, ça m'inquiète.
C'est biblique, c'est officiel, le nombre grave des effets secondaires? Oui, bah alors il faut un petit peu compter parce que... mais oui, vous pouvez le retrouver hein, sur le site de l'ANSM. Si c'est toujours en ligne, vous pouvez retrouver la pharmacovigilance. Je pense qu'ils ont remis ça à jour, à mon avis, au mois de septembre. En tout cas, c'est tous les 2 mois qu'ils mettent ça à jour. Mais on peut retrouver ces informations-là. Ce que je déplore, c'est que ces informations-là, les personnes qui se sont fait vacciner ne les connaissent pas. Et pour un consentement libre et éclairé, ça pose problème. Je suis juriste en droit des affaires depuis environ 16-17 ans. J'ai un parcours un petit peu global, général, et j'ai commencé ma carrière en cabinet d'avocat pendant une 12aine d'années et ensuite dans des sociétés privées. J'ai 43 ans. D'accord. Et à partir de demain, 15 septembre, pour les soignants non vaccinés, ils seront hors la loi. Ouais, tout à fait. Et quel est votre commentaire? Alors déjà, les soignants ne seront pas les seules catégories de personnes soumises à cette obligation vaccinale. Vous avez aussi notamment, par exemple, je pense aux pompiers. Et donc tout un tas de professions vont être en fait suspendues éventuellement en fonction de la décision de leur employeur. Employeur d'ailleurs qui n'a pas vraiment le choix parce que l'employeur est censé justement les suspendre avec une suspension de salaire. Ce qui est en fait pour eux une sorte de mort à petite dose parce qu'ils n'auront pas le droit aux allocations chômage et ils ne seront pas non plus licenciés sauf motif ultérieur plus complexe mais possible juridiquement. Donc pour eux c'est effectivement quelque chose de très complexe comme situation à vivre et très difficile. Et aujourd'hui j'ai interviewé pas mal des personnes, des membres de CGT. Ouais. En fait, certains me disent qu'ils se sentent désarmés. Et en tant qu'avocat, est-ce que juridiquement, ça existe des moyens de se défendre? Ouais. Oui, il existe des moyens de se défendre. Et en fait, un des problèmes que l'on a à l'heure actuelle, depuis le début de cette affaire, de cette crise, c'est que les gens ne sont pas suffisamment informés des armes qu'ils ont déjà à disposition. Il y a beaucoup d'avocats et de juristes qui ont commencé à en parler et à propager les informations, voire même à faire les actions directement pour eux, que ce soit les collectifs de soignants, que ce soit les pompiers ou autres, y compris devant les instances européennes, pas que françaises. Donc il existe un certain nombre d'outils que je peux vous exposer rapidement pour que les gens puissent être un peu rassérénés et savent comment se déterminer. L'obligation vaccinale en tant que telle, on va la dissocier du pass sanitaire. Ce sont deux éléments juridiques sur lesquels on peut apporter des éléments pour les combattre, mais qui sont sensiblement différents. Donc là, on va se concentrer par rapport à ce qui se passe dans le feu de l'actualité, demain 15 septembre, sur l'obligation vaccinale. Il y a un premier argument qui fait que la loi de gestion de la crise sanitaire, qui a été votée, est malheureusement interdite sur le plan du droit européen et aussi du droit international. Le premier élément qu'il faut connaître, c'est que en fait, vous avez des conventions internationales qui imposent en fait un consentement de la personne qui participe à des essais cliniques lors de mise au point de médicaments ou de vaccins. Or, pour les produits proposés à l'injection sur le territoire national, mais aussi dans d'autres pays, les phases cliniques, les essais, les expériences, les expérimentations médicales ne sont pas achevées. Vous avez des dates officielles différentes en fonction des différents types de produits qui sont proposés, que ce soit Moderna, AstraZeneca, Pfizer. Pour Moderna, c'est le 27 octobre 2022 où la fin des essais cliniques a été actée en prévision. AstraZeneca, vous êtes au 14 février 2023 et 2 mai 2023 pour Pfizer. Donc tant que vous êtes en fait dans une phase d'expérimentation médicale, de facto, tous les volontaires ou ceux qui en tout cas doivent se faire vacciner de façon contrainte plus ou moins directe ou indirecte, sont des participants de fait à des essais cliniques. Or, les conventions internationales, donc dans le droit international, imposent absolument un libre consentement pour se faire injecter ce genre de produit. Et donc, tant que vous êtes dans une expérimentation médicale, vous ne pouvez pas, normalement, vous n'avez pas le droit, pour les nations, donc les États, faire une obligation pour les adultes qui s'y soumettraient. Donc ça, c'est un premier type d'argument. Alors vous avez par exemple une convention internationale qui a été ratifiée par la France. C'est le pacte international relatif aux droits civils et politiques, entré en vigueur sur le territoire national français le 4 février 81 et qui a une valeur supérieure aux lois françaises, quelles qu'elles soient. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous avez une pyramide de la hiérarchie des normes juridiques où les juges sont obligés d'appliquer cette pyramide. Et donc, lorsque vous avez un traité international supérieur à une loi française qui contredit ce traité, la loi doit être écartée. C'est aussi simple comme bonjour. Même les juges ne peuvent pas du tout s'en affranchir de cette obligation, ils devront le faire. Donc, vous avez ce genre de convention internationale qui existe.
et qui en plus rappelle dans d'autres articles qu'on ne peut absolument pas toucher à ces principes et que le libre consentement doit être absolument requis pour les personnes participant à des expériences ou des expérimentations médicales ou scientifiques. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas la seule convention internationale, il y en a d'autres, et donc ça, on peut dire que c'est un premier argument. Vous avez un deuxième argument qui est aussi par rapport au droit européen, qui s'axe dans un règlement de 2014, si ma mémoire est exacte, également sur le consentement. Donc il faut que vous ayez des personnes qui veuillent vraiment, avec leur propre consentement non forcé, non contrat, faire des essais cliniques. Or, je répète que les injections qui sont proposées pour le moment sur le territoire national français sont encore en essais cliniques. Donc tous les participants sont de fait des essais cliniques, participants à l'essai clinique. Donc vous avez d'une part le droit international avec des traités que la France a ratifiés, je vous en ai cité un, mais il n'y a pas que celui-là, et vous avez d'autre part le droit européen pur, avec des règlements européens qui aussi ont une valeur supérieure à la loi française, qui reprennent ces obligations par rapport à un libre consentement et une interdiction pure et simple de contrainte. Une interdiction de contrainte, vous comprenez ? Donc ça, ce sont les deux arguments, on va dire, majeurs pour une obligation vaccinale en tant que telle. Vous avez un autre argument encore, que beaucoup de juristes et d'avocats ont commencé à creuser, qui vient en fait d'une décision de justice rendue récemment, le 8 avril 2021, par la Cour européenne des droits de l'homme, qui expose une obligation vaccinale. Alors je crois que c'était un pays, je ne sais plus si c'était la Hongrie ou bref, en tout cas dans l'Union européenne, et qui expliquait clairement que l'État avait, pour protéger sa population, le droit de mettre en œuvre des vaccinations obligatoires. Alors là, le cas d'espèce de cette décision-là, c'était pour des enfants, et c'était pour des vaccins bien connus. Mais il n'est pas du tout certain que ce genre de jurisprudence soit complètement calcable à une obligation vaccinale que l'on pourrait faire sur la Covid-19, puisque vous avez des éléments qui ne sont pas du tout présents par rapport à cette décision-là, comme par exemple la gravité de l'infection en tant que telle. La gravité de Covid-19 est relativement modeste par rapport à une très faible partie de population. Elle est en plus, cette gravité estimée par rapport à une absence de traitement de temps en temps, de soins, en fonction des décisions des États, qui ont par exemple, comme la France, choisi des stratégies tout vaccinales. Donc forcément, vous pouvez augmenter la mortalité lorsque vous n'êtes pas traité peut-être avec des molécules qui marcheraient à un certain moment, de façon précoce. Ensuite, vous avez d'autres critères dans cette jurisprudence que vous pouvez utiliser, à savoir le recul suffisant sur les vaccins. Or là, on a très peu de recul sur ces vaccins-là, pour ne pas dire pas du tout à moyen terme et à long terme, même si la technologie est connue depuis des dizaines d'années, mais c'est la première fois qu'elle est utilisée dans ce sens, pour un coronavirus, avec en plus des études qui ne sont pas totalement achevées, notamment sur les études de cancérogénicité des molécules. Donc ce qui prouve bien, une fois de plus, que de toute façon les essais cliniques ne peuvent pas être terminés. Et vous avez donc différents types de facteurs que cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme pourrait très bien ne pas du tout appliquer le même type de jurisprudence pour une obligation vaccinale pour la Covid-19. Donc quand vous prenez tout ça en résumé, vous apercevez qu'en réalité, une loi qui est déclarée contraire au droit européen d'une part, au droit international d'autre part, ne peut être qu'écartée par des juges ordinaires. Et c'est-à-dire, concrètement, pour les soignants ou les médecins ou pompiers, et demain, à partir de demain, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en première étape ? Oui. Alors, ce qu'ils peuvent faire en toute première étape, c'est déjà contester le courrier ou les invectives qu'on leur a faites pour qu'ils puissent se faire vacciner, avec des courriers que des avocats pourraient très bien être en mesure de leur faire pour qu'ils répondent officiellement. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, ils sont censés être convoqués par leur employeur à un entretien pour voir si les personnes peuvent être reclassées ailleurs dans l'entreprise, ou une obligation vaccinale peut-être pourrait être évitée, avec par exemple des secteurs plus différenciés ou tertiaires ou connexes. Mais indépendamment de ça, le fait est que lorsque vous êtes suspendu, donc dès demain, pour une bonne partie de ces personnels-là, que ce soit soignants, pompiers ou d'autres professions, vous devez en fait utiliser les armes que je viens succinctement de vous exposer pour agir en justice, pour que les gens puissent se défendre, parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Les juges ordinaires, c'est ça que les gens doivent absolument bien comprendre, les juges ordinaires dans n'importe quel type de litige, que ce soit devant le conseil des prud'hommes pour des suspensions de contrats de travail avec la rémunération qui est suspendue, que ce soit devant les tribunaux administratifs en fonction des professions qui appartiennent à l'ordre administratif ou pas, vous devez obtenir une décision de justice avec les arguments soulevés que le droit européen a été violé avec tel et tel règlement, ou que le droit international a été violé avec telle et telle convention ratifiée par la France, et le juge est obligé, vous comprenez, c'est obligé d'écarter justement la loi qui est contraire. Une fois que vous obtenez votre décision de justice, qui en toute probabilité est censée être donc positive, celle-ci doit être
définitive. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être susceptible d'appel et ne plus être susceptible de pourvoi en cassation. Une fois que les délais sont passés, ou une fois que les appels ont eu lieu et que les pourvois en cassation ont eu lieu sur cette première décision de première instance, la décision qui devient définitive, c'est très important à comprendre, peut être utilisée par tout à chacun sur le territoire de la République française pour s'opposer à l'application d'une loi. Donc elle pourra être écartée de façon légale, cette loi. Vous voyez, ça c'est très important à comprendre. N'importe quel type d'action sur le territoire, conseil de prud'homme, tribunal administratif, tribunal judiciaire, même pour un restaurant qui aura refusé également le pass sanitaire, même si ce n'est pas exactement les mêmes arguments. Mais dès que la décision de justice est définitive, elle doit s'appliquer sur tout le territoire de la République française et peut être utilisée par tout à chacun. C'est-à-dire, même la loi est passée en France. Tous les personnes non vaccinées, de toute façon, ils peuvent utiliser la loi européenne pour se défendre. Oui, en fait, toute personne peut utiliser la réglementation européenne ou la réglementation internationale pour se défendre. Mais ils ne peuvent le faire que si une décision de justice est intervenue dans l'ordre interne juridique français pour juger n'importe quel type de litige par rapport à cette application, soit de passe sanitaire, soit d'obligation vaccinale. Et une fois qu'elle devient définitive, c'est à ce moment-là que toute personne peut s'opposer légalement à la loi en disant non, cette loi a été jugée non conforme au droit européen qui lui est supérieur ou au droit international, donc vous êtes dans votre bon droit de ne pas l'appliquer. Et si la France refuse par les forces de l'ordre ou par d'autres moyens de respecter les décisions de justice, c'est l'État directement qui peut être attaqué en responsabilité également devant des instances européennes pour non-respect des traités internationaux, du droit international, etc. Vous voyez, donc c'est ça que les gens doivent absolument comprendre. C'est que c'est un combat qui doit se mener à terme et qui doit ne pas, désespérer les gens en avance. Parce qu'en fait, les outils pour se défendre sont déjà là. Il suffit juste de les utiliser. Il suffit juste que vous assignez en justice, que vous estez en justice, accompagné avec des avocats qui connaîtront ces arguments juridiques précis, qui seront précisément soulevés devant le juge, parce que le juge ne le fera pas tout seul, c'est à l'avocat de précisément soulever ces arguments-là. Et une fois que ces arguments-là sont dans le débat judiciaire, le juge doit trancher dessus. Et s'il ne le fait pas, il sera retoqué en appel ou en pourvoi en cassation pour être obligé de le faire par les instances supérieures juridiques françaises. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la décision justice, c'est ça? Oui. La décision justice, ça c'est quelque chose, ce sera rapide à avoir une décision justice? Oui, c'est une décision relativement rapide à obtenir. Effectivement, vous avez en plus différents types de procédures qui peuvent accélérer le temps dans lequel cette décision est rendue. Vous avez des actions qu'on appelle en référé, avec une notion d'urgence. Et là, on peut considérer qu'effectivement c'est le cas, puisque dès demain, beaucoup de gens vont être suspendus. Vous pouvez donc ester en justice avec des actions en référé qui reprendront les mêmes arguments que vous allez aussi présenter au fond pour avoir une décision, on va dire, un petit peu plus conséquente et lourde de conséquences également pour tout le monde. Mais vous avez des premières décisions en référé qui peuvent être tout à fait admissibles et exécutoires et qui peuvent s'imposer dans l'ordre juridique interne français. Ouais. C'est-à-dire, en fait, dès demain, pour les personnes qui peuvent être convoquées, en tout cas suspendre leur travail ou le salaire, dès qu'il a eu quelque chose écrit, une confirmation, il peut déjà lancer le procès. Oui, tout à fait. En fait, les gens peuvent même lancer les actions, ce que d'ailleurs un certain nombre d'avocats ont fait. Ils ont déjà lancé des actions au préalable, sans attendre la date du 15 septembre. Ça a été fait très peu de temps après que la loi du 5 août ait été votée, pour les plus précoces de ces avocats-là. Alors, il y a différents types de procédures qui ont été lancées. Vous avez des procédures de conformité, par exemple des décrets par rapport à la loi, donc le décret d'application de la loi. Mais fondamentalement, je pense qu'un des outils les plus efficaces, vu la situation actuelle dans laquelle nous sommes, c'est d'utiliser tout simplement la base. C'est-à-dire que cette loi est contraire au droit européen et contraire aux traités internationaux pour plein d'aspects que l'on a évoqués ensemble à l'instant. C'est pas les seuls, mais on essaie de faire court et on essaie de faire simple. Et donc il faut les utiliser. C'est pas le moment en fait de baisser les bras pour les gens qui sont dans cette situation-là. C'est le moment justement d'agir. Il faut mettre toute votre force et votre énergie à obtenir ces décisions de justice qui théoriquement ne peuvent être que positives si on applique le droit. Et là on verra si on reste dans un état de droit. Là on verra. Les arguments que vous pouvez soulever contre une obligation vaccinale que je vous ai un petit peu développé à l'instant sont pas exactement les mêmes par rapport au pass sanitaire, parce que c'est un angle, si vous voulez, d'appréhension des choses différentes. Mais les avocats sauront identifier quel type d'argument juridique vous avez besoin pour combattre un pass sanitaire qui fait une discrimination, qui est aussi interdit par le droit européen, par les règlements européens qui interdisent tout type de discrimination. Et en fait, si l'État veut mettre un pass sanitaire comme l'Union européenne l'a fait
pour voyager, parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le pass sanitaire français a été intégré dans le certificat Covid numérique de l'Union européenne pour voyager. Mais les règlements européens qui ont autorisé ceci, qui ont intégré le pass sanitaire français en tant qu'un seul et unique certificat Covid, ne peuvent pas mener à des discriminations sur le territoire français. Alors qu'après que l'État puisse rendre des lois qui donnent des amendes aux gens parce qu'ils refusent de présenter tel ou tel pass ou telle vaccination, ça, à la rigueur, ça reste dans son pouvoir. Mais dès que l'État commence à faire une discrimination au sein de la population civile, ça, c'est interdit par le droit européen, notamment le droit international. C'est ça qui est important.